Bonjour, bienvenue à tous. Je laisse les derniers arrivants s'installer. Je suis Florence Lenevé, rédactrice en chef adjointe de la Lettre API, groupe Ouest France. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour cette première édition de Social Change à Laval sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Social Change, c'est un événement qui est né à Nantes en 2018, s'est ancré à Rennes en 2021 et arrive donc à Laval en 2022. Et qui, pour cette édition mayonnaise, a été co-organisée donc par l'agence API, la CCI de Mayenne, Laval Agglomération, Laval Économie, dont je tiens à saluer ici les présidentes et présidents, Nicole Bouillon pour Laval Aglo, Eric Huneau pour la CCI, Florian Berco pour Laval Aglo, Nicole Bouillon c'était pour Laval Éco, l'agence Déclic et Ouest France. On a donc une après-midi à passer ensemble autour de la RSE, un thème qui, on l'a vu ces derniers mois, ne cesse de prendre de l'ampleur, chacun comprenant bien que la RSE n'est plus une option, que l'entreprise de demain ne ressemblera sans doute pas à celle d'hier, qu'elle est en train de subir de profondes mutations, transformations sous la pression de ses parties prenantes. Vous allez le voir, le programme de l'après-midi est riche. On va commencer par une plénière dans quelques minutes. On aura aussi 2 témoignages d'entreprises avec les sociétés Isor Bâtiment et Europlastique qui nous feront part de leur engagement, nous expliqueront comment elles font bouger les lignes et pourquoi elles le font. Une table ronde pour terminer cette journée sur la RSE, levier d'attractivité pour les entreprises, qui donc sera en clôture avant le cocktail où vous êtes tous évidemment conviés. Sans oublier entre-temps les tutoriels, un cas d'école et une zone des premiers pas que vous avez pu voir en rentrant dans l'amphi, qui permettront à chacun des participants, nous l'espérons, de trouver des réponses aux questions qu'il se pose, quel que soit son niveau de maturité. Et donc, bien sûr, cette plénière d'ouverture. Et je tiens tout d'abord, avant d'y arriver, à remercier aussi nos partenaires, la Banque Populaire Grand Ouest, LCL et Tenaxia, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, on va maintenant pouvoir rentrer dans le cœur du débat et j'invite Laurence Meignery à me rejoindre sur scène. Je crois qu'on peut l'applaudir. Bonjour Laurence Meignery, je le disais, je suis venue vous récupérer à la gare, vous arrivez de Paris, merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. D'abord 2 mots pour vous présenter, je pense qu'il marche, on va le tester tout de suite. 2 mots pour vous présenter, je le disais, vous avez été chercheur associé à l'Institut Montaigne, vous êtes co-auteur du rapport Les oubliés de l'égalité des chances. Vous avez co-rédigé puis coordonné le lancement de la charte de la diversité dans l'entreprise en 2004. Vous avez été conseiller technique auprès du ministère délégué à l'égalité des chances en 2005 et 2006. Vous avez cofondé avec une 50aine de dirigeants la communauté des entreprises à mission, dont vous êtes aujourd'hui la vice-présidente. Et vous êtes donc la cofondatrice de Citizen Capital, l'une des premières sociétés de gestion dédiées à l'investissement à impact en France. On va voir ce que ça veut dire. Et vous accompagnez des startups et des PME qui contribuent à relever les défis sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Alors, on est là pour parler de finances responsables et ça tombe bien avec Citizen Capital. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de cette création. Comment vous avez eu envie de créer Citizen Capital avec le positionnement qu'elle a aujourd'hui? Merci Florence. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici parce que je suis un tout petit peu chez moi. J'ai grandi à 30 km à Vitré. Et j'ai de la famille à Laval, donc je viens très très souvent à Laval. Alors comment je suis arrivée à créer Citizen Capital? Moi, je me destinais plus à travailler dans la sphère publique. C'est un accident que je sois dans la finance. Rien ne me destinait à créer un fonds d'investissement. Je me suis beaucoup intéressée à la question des politiques publiques et à l'efficacité des politiques publiques sur les sujets sociaux et en particulier sur les sujets d'égalité des chances. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la diversité en France aussi. Et pour arriver à une conclusion à un moment, une fois que j'avais rédigé ce rapport pour l'Institut Montaigne sur la question de l'égalité des chances,
en fait, c'est le monde de l'entreprise qui se l'est véritablement approprié, alors que moi, je le destinais aux députés, aux politiques, au sens large. Et il était vraiment destiné à faire évoluer les politiques publiques. Et en fait, il y avait une section sur l'entreprise. Et les entreprises étaient à un moment, dans les débuts des années 2000, où la question de l'égalité des chances, et notamment de la diversité, se posait de façon, je pense, très claire pour eux. Il y avait des constats de discrimination, elles n'avaient pas d'outils pour s'améliorer. Enfin, il y avait une forme de déni en France assez fort. Et on a travaillé à la Charte de la diversité avec les 40 entreprises, enfin, je dirais que 36 des 40 entreprises du CAC 40. Toutes les entreprises, les grandes entreprises voulaient travailler sur ce sujet. Et c'est comme ça que, ensuite, durant mon expérience dans un cabinet ministériel, je me suis progressivement dit, mais en fait, je peux poursuivre des objectifs d'utilité publique hors du monde politique, d'une certaine manière, hors du public. Et effectivement, parmi les motivations de la création de Citizen Capital, je pense que la première, c'est la découverte, un peu tardive en fait pour moi, que l'entreprise était le levier le plus puissant de transformation de la société. C'est-à-dire que sans l'entreprise, on est incapable aujourd'hui de relever les défis sociaux et environnementaux qui sont devant nous. Et cette puissance de transformation de l'entreprise est pour le meilleur. Alors moi j'essaie d'en prendre le meilleur. Elle est aussi pour le pire, ce qu'on voit aujourd'hui. On peut penser aussi que l'entreprise a trop de pouvoir, hein, quand on voit qu'une personne est capable aujourd'hui d'acquérir une société comme Twitter pour 44 milliards de dollars. On se pose la question de la puissance de l'entreprise et on se pose aussi la question de ce qui est devenu, ce qui est en train de... Enfin, l'entreprise a toujours été un agent de civilisation d'une certaine manière. Elle a toujours été... elle a inventé le chemin de fer. C'est pas l'État qui a inventé le smartphone, le chemin de fer. Et en même temps, on sent qu'aujourd'hui, elle devient, par rapport aux États qui sont paradoxalement plus faibles qu'il y a quelques temps, enfin qu'il y a un siècle, l'entreprise a une puissance qui pose question aujourd'hui. Et je pense que mon souhait d'utiliser le capital comme un levier d'accélération, c'est une démarche totalement entrepreneuriale, c'est un constat en me disant, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a d'utile à faire aujourd'hui ? Et c'est en rencontrant un certain nombre d'investisseurs, plutôt dans des pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, que j'ai vu qu'aux États-Unis, ça faisait 15-20 ans, en Angleterre aussi, qu'il y avait des fonds d'investissement qui étaient dédiés non seulement à rendre de l'argent aux investisseurs, ce n'étaient pas des philanthropes, mais aussi à avoir d'autres motivations et à avoir un impact social ou environnemental positif. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à faire en France. Et le capital est un levier assez exceptionnel en fait pour faire bouger les lignes. Alors on va y revenir, on va voir comment, parce que quand on parle de Citizen Capital, on parle d'investissement à impact, d'investissement responsable, on parle de finances vertes, on a un petit peu tous ces termes. Et alors de quoi on parle véritablement? C'est quoi la différence par rapport à une société de gestion un peu plus traditionnelle? Alors, on a créé Citizen Capital, nous, en 2008. Donc, on était dans les limbes de la crise de 2008. Et moi, il y avait un constat à l'époque. On commençait à voir apparaître des politiques de responsabilité sociale, qu'on appellerait aujourd'hui ESG dans le monde de la finance, dont l'objectif était de se soucier de la manière dont l'entreprise fonctionne dans son environnement, de la façon dont elle tient compte de ses parties prenantes, dont elle affecte l'environnement par la façon dont elle se développe ses activités. Et on remarquait assez peu encore à l'époque, il était question de la contribution du modèle économique aux enjeux de transition climatique, mais aussi aux enjeux sociaux. On était beaucoup sur est-ce que je suis responsable, est-ce que je forme les gens, est-ce que je travaille sur l'égalité homme-femme, qui sont des enjeux absolument essentiels, mais l'impact vient questionner pourquoi j'existe, enfin, quelle est l'utilité sociale que j'ai en tant qu'entreprise, et donc questionne la contribution du modèle économique lui-même
aux enjeux, qu'on soit sur des sujets d'éducation, de santé, d'économie circulaire. Vous voyez apparaître aujourd'hui une génération d'entrepreneurs qui créent des entreprises avec un objectif de transformation de la société, d'impact positif sur la société, qui n'est pas uniquement, je dirais, en marge du modèle économique lui-même, mais qui vient insérer une finalité sociale ou environnementale au cœur du modèle lui-même. Et nous, c'est ce sujet-là qui nous a intéressés, puisqu'évidemment, le levier de l'entreprise existe principalement par l'impact de son activité. Alors oui, mais ça c'était quand même assez novateur quand même il y a 14 ans quand vous vous êtes lancé. Donc ouais. Vous êtes une société de gestion, ça veut dire que vous investissez au capital d'entreprise, mais pour pouvoir investir, il faut qu'il y ait des investisseurs qui vous confient de l'argent. C'était facile à faire passer ce discours-là il y a 14 ans? Non. Alors, à cette époque, vous aviez une dichotomie très très forte et qui reste encore forte, mais qui les choses évoluent beaucoup. Pour un investisseur, on allait voir nous un certain nombre d'investisseurs avec ce projet, et ce projet était d'apporter un double objectif, qui est à la fois de faire des investissements de façon professionnelle. Mon associé est passé 10 ans dans le private equity à faire du capital investissement de façon assez classique, donc on avait vraiment un objectif d'avoir une démarche très professionnelle d'investissement, mais à côté de ça, d'avoir une stratégie d'investissement qui sélectionnait des entreprises qui avaient une vraie vision de transformation et d'impact sur la société. Et les investisseurs nous disaient c'est très sympa et c'est très audacieux ce que vous faites, allez donc voir nos fondations. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait s'occuper d'autre chose que d'objectifs business dans un fonds d'investissement en tant que financier. Et ceux qui s'occupaient dans les entreprises à cette époque-là d'autre chose que ça, c'était les fondations. Et c'était des démarches de philanthropie. Et jusqu'à très récemment, il y avait une dichotomie très forte. Soit on faisait du business, soit on faisait le bien. Et nous, on venait avec une proposition un peu nouvelle à l'époque, qui était de dire non, il faut faire les deux aujourd'hui. On ne peut plus penser l'entreprise sans penser à sa contribution au monde. Et bon, c'était un petit peu tôt, je dois dire. Et donc, on a mis du temps. On a levé un très petit premier fonds qui a démarré avec 9 millions d'euros, puis 22 millions, avec quelques grands investisseurs institutionnels comme le groupe La Poste, comme la Caisse d'épargne, comme la Caisse des dépôts, avec des personnes à l'intérieur qui, dans les réflexions qu'ont suscité la crise de 2008, se sont posé la question d'allouer l'argent un peu différemment, d'explorer des voies différentes. Et donc, c'était beaucoup des personnes à l'intérieur qui ont convaincu, je dirais, leur direction de faire des choix qui n'étaient pas du tout dans la norme de l'époque. Donc, c'était, pour les investisseurs, notre premier fonds était totalement exploratoire. Mais nous, ce qui nous a occupés pendant les 10 dernières années, enfin les 10 premières années de notre existence, c'était de démontrer qu'on pouvait rendre de l'argent aux investisseurs, et de façon assez ambitieuse, et avoir un impact social ou environnemental tangible, mesurable. Et c'est ça, en fait, je pense qu'on vient de montrer avec la fin de la période d'investissement de notre deuxième fonds. C'est très long, les cycles d'investissement. Vous avez 5 ans où vous investissez, puis 5 ans où vous désinvestissez progressivement des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Et c'est seulement au bout de 10 ans que vous voyez quelle est la performance d'un fonds, qu'elle soit financière ou sociale d'ailleurs. Et donc on est un des premiers fonds à avoir, je pense, autant de recul et de pouvoir montrer aujourd'hui une performance, les corrélations en tout cas entre les performances financières et des performances autres que financières. Et il se trouve que le deuxième fonds a de très belles performances financières, donc on est en train de faire cette démonstration. Et les investisseurs institutionnels sont eux aussi beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus soucieux d'ailleurs de l'impact de leurs investissements. Donc les choses se conjuguent aujourd'hui un peu différemment. Il y a un mouvement de fond qui s'accélère. Enfin, vous sentez que aujourd'hui on est rentré dans une autre époque, que tout ça est un peu plus cohérent. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de...
Disons que les investisseurs aujourd'hui, et c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur quel est le rôle de la finance dans l'économie, les investisseurs qui nous confient de l'argent commencent à comprendre qu'on peut avoir de l'impact et en même temps faire du rendement financier. Ce qui est encore difficile, c'est de convaincre des investisseurs que vous pouvez faire des beaux rendements financiers avec des startups et des PME qui sont en phase de très forte croissance. Et c'est la population, enfin c'est le type d'investissement qu'on a fait jusqu'ici, c'est d'investir dans des entreprises dont on était convaincu, sur lesquelles on se forgeait une conviction en tout cas très forte sur une innovation qui est capable de changer les choses d'un point de vue social. Et c'est pas forcément, ça a été beaucoup dans le digital, parce que le digital, en massifiant, a une capacité de démocratisation très forte. Mais on a investi dans une plateforme d'éducation qui forme des gens très peu formés et les rend employables très rapidement. Ça, pour nous, il y avait une très forte innovation dans la manière de former des jeunes à distance, avec beaucoup d'humains. On a investi dans de la méthanisation agricole, on a investi dans des choses très différentes. Mais c'est toujours des entreprises qui étaient plutôt jeunes et plutôt en forte croissance, donc avec des potentiels de plus-value relativement fortes, avec des risques aussi assez importants. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est à te convaincre en tant que nous, que société d'investissement à mission, on y reviendra peut-être. On va y revenir, oui. Voilà, notre mission n'est pas uniquement de répondre à des besoins de type start-up ou PME. On souhaite aussi financer des projets dans l'agriculture, on souhaite financer des projets très sociaux que les entreprises ne peuvent pas traiter à elles seules. Et on pense que la finance a un rôle à jouer aussi dans des projets qui ont intrinsèquement moins de rendement. Et donc, c'est trouver les bons modèles économiques pour convaincre des investisseurs de venir pas uniquement sur des projets où l'impact se conjugue, on va dire, avec la performance financière. Oui, parce que je voudrais m'arrêter justement sur cette question de rentabilité. On sait que dans la finance, en général, on avait plutôt cette image de la finance qui allait vers les projets les plus rentables, avec les taux de retour sur investissement les meilleurs. Et finance et responsable, longtemps, ça n'a pas trop fait bon ménage. Donc, ce que vous démontrez aujourd'hui, c'est qu'on peut être vertueux, on peut accompagner des projets qui finalement vont sur cette transformation et avoir une rentabilité correcte. Alors, je ne sais pas, en termes de rentabilité, j'imagine qu'il y a quand même des écarts par rapport à un fonds classique moins engagé. C'est quoi les écarts ? Mais tout dépend à quel besoin vous répondez. Regarde ? Là, nous, quand je vous disais que la démonstration qu'on voulait faire, c'était qu'on pouvait avoir des performances aussi bonnes qu'un autre fonds dans le même type d'investissement que nous. Nous, on était beaucoup sur des entreprises, donc on parle du venture dans notre monde, donc des entreprises relativement jeunes. Je pense que ce qu'on a fait avec notre deuxième fonds, il n'y a pas de trade-off, on ne le fait pas moins bien que d'autres. En revanche, on vient de monter un fonds dans l'agriculture pour financer des projets portés par des agriculteurs en diversification de revenus et d'activités sur du circuit court, de la production d'énergie renouvelable, beaucoup la méthanisation et de la petite transformation agricole. Là, évidemment, les objectifs de rendement ne sont pas du tout les mêmes. Et on est en train aussi de travailler sur des projets de financement d'associations, sur des nouveaux modèles qui s'appellent les contrats d'impact social, qui font l'objet d'appels d'offres gouvernementaux. Là aussi, c'est des objectifs de rendement beaucoup moins importants. Donc tout dépend du besoin auquel vous répondez. Mais il n'y a pas de fatalité à ce que pour nous, on considère aujourd'hui qu'une entreprise qui se développe et sans objectif de contribution claire à la société n'aura pas de valeur stratégique dans 5 à 10 ans. Donc on considère, nous, au contraire, qu'une société qui se développe aujourd'hui, si elle veut avoir la confiance de ses clients, de ses employés, que les gens se lèvent le matin en étant contents d'aller travailler, et que les clients aient envie d'acheter le service ou le bien, l'entreprise n'a pas le choix que de faire cette réflexion sur sa finalité, sur pourquoi elle existe, quelle est son utilité sociale, quel est l'impact concret qu'elle veut avoir et qu'elle peut montrer à ses employés, à ses clients, et que
autant il y a quelques années, j'étais convaincue que c'était uniquement les jeunes start-up qui apportaient des solutions nouvelles qui allaient grandir comme ça. Et maintenant, je pense que c'est tout le monde de l'entreprise dans son ensemble, vu l'accélération des enjeux de transition climatique, qui va devoir de toute façon transformer son activité pour avoir un impact assez tangible. Mais ce qui change peut-être, c'est que justement, enfin, dans la finance, on avait peut-être une logique de court terme jusqu'à présent, et que là, avec votre modèle, on est plus sur une logique de moyen-long terme. Vous dites à vos investisseurs, on va être gagnant de toute façon sur long terme. Ça va peut-être prendre plus de temps que si vous aviez investi de manière plus traditionnelle, mais on va être gagnant. Bon, c'est un long chemin quand même, hein, convaincre des investisseurs de nous confier de l'argent. Et je dirais que il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont encore relativement peu préoccupés en fait par notre dimension d'impact. Mais de plus en plus, on arrive à exprimer les choses un peu différemment, y compris vis-à-vis d'eux. Pendant longtemps, on s'est demandé si le fait de poursuivre un objectif de rentabilité financière et un objectif de rentabilité sociale ou de performance sociale, d'impact social, si on n'était pas en train d'être défaillant en termes d'obligations fiduciaires. Donc je suis plongée dans le code monétaire et financier. Ouais, défaillant, c'est fort quand même le terme que vous employez. Oui, c'est fort parce qu'on a vécu sur un dogme ces 40 dernières années, qui est que la finance est là pour maximiser la plus-value, la valeur financière. Et dans le code monétaire et financier, il y a quelque chose qui dit que vous, en tant qu'investisseur, vous devez agir exclusivement dans l'intérêt de vos porteurs de parts, c'est-à-dire des gens qui vous confient de l'argent. Et je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce que ça voulait dire agir dans l'intérêt. Est-ce que cet intérêt est forcément exclusivement financier ? Et en fait, nulle part, le code monétaire et financier ne dit ce qu'est cet intérêt. Et je pense que l'ensemble de l'économie est en train de prendre conscience aujourd'hui qu'en fait, l'intérêt d'un investisseur, qui est en fait souvent derrière des Français épargnants, où l'intérêt d'une entreprise n'est plus uniquement de faire la meilleure performance économique, financière, mais on a quand même vécu sur ce schéma économique pendant, je pense, depuis à peu près l'après-guerre. Et c'est donc toute l'évolution, enfin, la critique aujourd'hui de Milton Friedman, que je suis sûre plusieurs d'entre vous voient. Il y a un certain nombre de questions aujourd'hui sur le sens du capitalisme. Moi, je l'interprète comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a une valeur stratégique et qui donc demain va intéresser d'autres, devra montrer une valeur qui n'est plus uniquement financière. Et en fait, nous, on n'a fait qu'anticiper assez tôt ce mouvement qui est encore très naissant. Mais j'ai tendance à dire que dans 10 ans, ça va être beaucoup plus fort. Parce que quand vous dites c'est naissant, on a l'impression que jusqu'à présent c'était les entreprises, c'était les startups qui se créent sur un modèle vertueux, peut-être parce que c'est plus facile de se créer sur un modèle vertueux que de se transformer, et que les autres avaient un peu du mal à s'y mettre. Est-ce qu'on y est là enfin ? Est-ce que la plupart des entreprises ont pris conscience de l'importance de ces questions extra-financières ? Alors, c'est évidemment beaucoup plus simple pour une start-up, une petite entreprise, de développer une activité à impact net positif, si je puis dire, c'est-à-dire qui vient apporter des solutions nouvelles à des problèmes, que pour une entreprise de taille plus importante, qui a un passif. Donc, quand vous vendez des millions de bouteilles, ou de produits avec des emballages plastiques, c'est évidemment beaucoup plus complexe de réduire ce passif et de trouver des solutions que quand vous êtes une start-up qui vient proposer des nouvelles solutions à ces grands groupes. On verra tout à l'heure que certaines ont pris ce virage-là. Je sais, je crois que je connais une de ces entreprises. Et effectivement, on voit aujourd'hui des entreprises, des PME de taille plus importante qui sont dans je dirais plus dans une logique de transition de leur modèle. Et je pense que c'est ces entreprises-là auxquelles
le modèle de l'entreprise à mission, je crois qu'un des sujets sur lequel peut être très, très adapté. C'est-à-dire des entreprises qui préparent une trajectoire et qui... Nous, on a investi dans des entreprises qui étaient ce qu'on appelle natives, impact native quasiment. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que notre rôle, c'est pas aussi d'accompagner la transition des entreprises qui sont sur des marchés plus classiques, qui ont une vraie vision de transition de leur activité pour relever les défis, notamment environnementaux. Parce qu'il y a une étude qui m'a frappée, c'est que pour atteindre les objectifs 2 degrés, on n'atteindra que 25% de ces objectifs si tous les citoyens du monde réduisent drastiquement leur consommation. C'est-à-dire, quoi que fasse le citoyen individuellement, on arrive à 25% de l'objectif. Donc ça veut dire que 75% de l'objectif est à mener par les entreprises. Donc on voit bien le rôle majeur qu'elles peuvent jouer. Elles ont un rôle majeur. Et quand vous dites, on s'interroge sur est-ce que notre rôle maintenant, c'est pas d'accompagner les entreprises qui vont dans cette transition-là, vous avez la réponse, vous allez y aller ? Alors, il nous manque un peu de maturité du marché, je pense encore, parce qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt. On voit qu'il y a une évolution. Il y a une génération d'entrepreneurs qui a créé des entreprises qui aujourd'hui se développent et aujourd'hui parfois se développent très bien. Peut-être on peut prendre quelques exemples d'ailleurs dans les entreprises qu'on a accompagnées. Et on voit quelques entreprises plus grosses aujourd'hui, enfin même des ETI, je dirais des PME et des ETI qui sont en train de mener cette transition. La question, c'est celle du risque d'impact pour nous. On a créé notre savoir-faire et repose sur l'identification d'un potentiel d'impact qui accompagne la croissance. Et comme on cherche à des entreprises où il y a une très forte corrélation entre le potentiel de croissance et le potentiel d'impact, l'impact va démultiplier, plutôt la croissance va démultiplier l'impact et inversement. Et là, on est sur des modèles un peu différents. Où c'est beaucoup plus complexe d'arriver au but et la vision, la détermination de l'équipe dirigeante est encore plus clé dans dans l'analyse pour nous et ça peut être extrêmement complexe, surtout dans des périodes économiques difficiles. Je pense à une entreprise à qui j'ai parlé récemment, qui s'appelle Rossignol, que on connaît tous, qui est en train de faire cette transition, qui a 2 fonds chinois et norvégiens aujourd'hui au capital. On ne penserait pas que Rossignol a des fonds chinois au capital. C'est un LBO. Et aujourd'hui, le dirigeant qui est arrivé il y a 2-3 ans est dans un programme de transition pour Rossignol qui est qui est très ambitieux. Avec beaucoup de R&D sur les ingrédients des produits qu'ils vendent, avec, je pense, une vision beaucoup plus large de leur impact, non seulement sur les produits eux-mêmes, mais sur la montagne. Et lui cherche des actionnaires aujourd'hui qui sont capables à la fois de l'accompagner longtemps, parce que c'est un processus qui va durer 10 ans, donc il faut le comprendre. Et nous, on n'a pas encore la taille pour faire ça, mais ce serait effectivement pour moi un des prochains projets auxquels... Prochaine étape. Donc oui, effectivement, on aurait pu parler effectivement de l'innovation, comment l'innovation peut accompagner cette transition, mais je voudrais m'arrêter sur l'entreprise à mission, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises. Effectivement, quand on parle entreprise engagée, on parle évidemment de plus en plus entreprise à mission. Je le disais en introduction, vous avez cofondé la communauté des entreprises à mission. J'ai vu dans une récente étude que plus des 3/4 des actifs souhaiteraient que leur entreprise devienne une société à mission. Vous l'expliquez comment, cet engouement ? C'est la question de la confiance. On voit bien aujourd'hui que les salariés comme les employés cherchent... Je mettrais même les employés... En tant qu'employé, salarié, passant l'essentiel de son temps dans une entreprise, on voit combien la jeune génération est sensible
au fait de trouver du sens dans ce qu'elle fait tous les jours. Et donc, je ne suis pas du tout étonnée qu'il y a des attentes très, très fortes des jeunes de la part de l'entreprise. Et je pense même la jeune génération aujourd'hui qui a une angoisse assez forte sur l'avenir de nos sociétés. L'entreprise apparaît, alors j'ai même lu des choses là-dessus, mais apparaît comme l'endroit où les choses sont encore possibles. C'est-à-dire, donc il y a une attente un peu angoissée, forte, vis-à-vis de l'entreprise comme l'acteur qui doit contribuer à cette transition. Et en tant que salarié, employé, les gens aspirent à avoir le sentiment de contribuer à travers leur travail. Donc je ne suis pas du tout étonnée qu'il y ait un certain succès. Alors je ne sais pas si vous connaissez la... Peut-être redéfinir ce qu'est l'entreprise, la société à mission, oui. L'entreprise à mission, c'est un concept qui est né il y a une dizaine d'années suite à la crise de 2008 et qui questionne le rôle de l'entreprise. À quoi sert l'entreprise? À qui appartient l'entreprise? C'est un groupe de chercheurs de Mines ParisTech qui a développé la notion d'entreprise à mission, qui est en fait un peu un résumé de tout ce que je viens d'exprimer, qui est une entreprise qui a une finalité qui va au-delà de son objet premier. D'ailleurs, à l'époque, on parlait d'entreprise à objet social étendu. Et c'est devenu l'entreprise à mission au moment où le gouvernement en a fait une composante de la loi Pacte. Et je ne sais pas si vous êtes intéressé à la loi Pacte, mais il y a 2019, 3 étages. La loi Pacte. 2019. Il y a un premier étage qui entérine la modification du Code civil qui avait 200 ans et qui nous dit, alors qui est applicable à tous, que l'entreprise ne peut plus être constituée uniquement dans l'intérêt de ses associés pour en gérer, pour en faire du bénéfice, tirer le plus gros bénéfice, oui. Que cela doit être fait en tenant compte des implications sociales et environnementales de ces actions. Et donc ça s'applique à toutes les entreprises et c'est ce qui a eu le plus d'impact et c'est ce qui a fait plus peur d'ailleurs à certains, puisque c'est potentiellement opposable. Et puis il y a une deuxième étape qui est que les entreprises peuvent insérer une raison d'être dans leur statut. Et donc exprimer clairement la finalité ou effectivement la raison d'être, pourquoi ils existent dans leur statut. Et puis il y a une troisième étape qui est aussi optionnelle, qui est la société à mission. Et la société à mission, c'est une entreprise qui non seulement insère sa raison d'être dans ses statuts, mais en définit un certain nombre d'objectifs statutaires qui eux-mêmes donne lieu à un certain nombre d'objectifs stratégiques. Je dis volontairement stratégiques parce que la mission est totalement liée à la stratégie et avec un certain nombre d'indicateurs qui témoignent de l'accomplissement de la mission. Donc en fait, pour moi, c'est l'aboutissement en fait de cette démarche d'entreprise avec une finalité. D'ailleurs, j'ai pas dit comment on fonctionnait chez Citizen Capital, mais vous êtes dans une notre entreprise analyse, à mission aussi, oui, on est une entreprise à mission, mais dans l'analyse qu'on fait quand on étudie une opportunité d'investissement et qu'on va faire un investissement, on a ce même cheminement. On se pose la question de à quoi elle sert. Est-ce que le dirigeant a une vraie vision de ce qu'il veut transformer? On se pose la question des objectifs stratégiques, de l'ambition qu'on a envie de définir ensemble pour les 4-5 ans, ou en tout cas où on va être investisseur à leur côté. Et puis on définit 3, 4, 5, pas trop, surtout pas trop, d'indicateurs qui témoignent réellement de l'accomplissement de cette mission et de ce qu'on appelle nous notre thèse d'impact, qui est au cœur de notre thèse d'investissement. Et le dernier axe de la société à mission, c'est la gouvernance, donc c'est le fait de créer un comité de mission qui peut être un peu faire peur pour des entreprises de petite taille, mais qui peut être constitué pour les entreprises de moins de 50 salariés d'une personne, qui peut être un salarié, et qui souvent est constitué de parties prenantes, qui jouent un rôle de contrôle interne. C'est un peu un garant du fait que l'entreprise respecte ce qu'elle inscrit dans sa mission. C'est ceux qui challengent le projet de l'entreprise, mais qui ne sont pas un auditeur, qui ne sont pas extérieurs à l'entreprise. Et c'est pour moi tout l'intérêt de la société à mission, parce que c'est un projet
qui concerne les parties, qui est à l'initiative des parties de l'entreprise. Ce n'est pas quelque chose d'extrinsèque qui vient vous être imposé de dehors, qui est un label, qui viendrait regarder de dehors si vous avez accompli ou non. Non, c'est intrinsèque au projet de l'entreprise, à sa stratégie, à ce qu'il a envie de mener dans le temps qu'il pense pouvoir mener. Mais l'engagement, et c'est pour ça que je dis souvent que c'est une liberté qui oblige, c'est quand même d'annoncer la couleur. C'est-à-dire, on dit, moi j'aimerais être là dans 5 ans, voilà l'ambition que j'ai de contribution au monde, à travers mon activité, et voilà comment je pense y arriver. Et on peut ne pas y arriver dans les temps impartis, on peut, et c'est là où le rôle du comité de mission, et il y a un organisme tiers indépendant qui vient aussi tous les 2 ans ou 3 ans, selon votre taille, jouer un rôle de contrôle externe, mais qui n'est qu'un contrôle externe, j'ai envie de dire, enfin, qui n'est... c'est vraiment une initiative que je trouve extrêmement structurante pour dessiner une trajectoire de transition pour une entreprise. Ce que j'allais dire, comment... Alors tout ça, c'est encore assez jeune. Hein, on le disait, la loi Pacte 2019. On voit une accélération sur le nombre d'entreprises, de sociétés à mission. Je crois que vous en avez plus de 600 de la communauté des entreprises à mission. Les projections, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus combien, 10 000 entreprises à mission d'ici 2025. Ça, c'est Emery Jacquia qui aime bien voilà, ça doit être Emery Jacquia qui a ces projections. Quoi qu'il en soit, on verra, mais on sent qu'il y a une dynamique. Après, comment on fait vivre cette dynamique dans l'entreprise dans la durée? Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail pour devenir une entreprise à mission, qu'on avait défini des objectifs stratégiques, comme vous les évoquez, derrière, comment on ne se relâche pas finalement? Comment on reste dans cette logique de transformation continue? Je vais répondre en donnant un exemple. On a investi dans une société que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Open Classrooms. Et la thèse d'impact, ou la vision des dirigeants, c'est de rendre l'éducation plus accessible et de permettre à des gens qui ne sont pas forcément très qualifiés d'être employables assez rapidement après. Et avec un focus assez fort sur les métiers du numérique au sens large, qui vont représenter un emploi sur 2 en 2050, je crois. Et quand ils sont venus nous voir, c'était des gens de moins de 30 ans, ils nous ont présenté leur mission très clairement comme étant rendant l'éducation accessible. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est challenger ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être accessible? C'est qu'il y a on n'a aucun prérequis d'éducation au départ. Il y a des gens qui peuvent avoir bac-10 et commencer les premières briques de formation et aller en fait assez loin. On est beaucoup moins cher qu'une école. Il faut savoir qu'Open Classroom aujourd'hui forme 10 000 personnes par an. C'est une grosse école aujourd'hui. Et on s'attache à ce que dans les 6 mois où ils terminent la formation, on les place. Et en fait, le modèle a évolué avec le temps. On a investi en 2016, ils étaient 30. Aujourd'hui, ils sont plus de 500. C'est une entreprise qui a connu une très forte croissance, mais avec des dirigeants qui ont toujours été très soucieux de garder la mission pour laquelle ils ont créé cette entreprise, qui était d'être accessible à des gens peu qualifiés et de plus en plus aussi avec des gens qui ont peu de moyens, qu'ils ont développé un modèle économique qui permettait à un certain nombre d'autres organisations de contribuer au financement, dont Pôle emploi, dont des entreprises, dont des programmes sociaux. Enfin, ils ont organisé leur modèle économique pour être capables de venir contribuer au financement des formations. Et eux, ils ont fait cette trajectoire très tôt. Ils se sont définis comme société à mission. Ils ont installé un comité de mission avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, dont les pairs, dont les mentors, ils ont les étudiants. Et ils sont assez convaincus que ça a été déterminant en fait, dans la cohésion de leur équipe, parce qu'ils ont grandi en termes de taille énormément en très peu de temps. Il y avait passé de 4 ans de 30 personnes à plus de 500, c'est quand même extrêmement compliqué. Et ils ont fait un énorme travail d'embarquer les salariés et les gens qui recrutaient dans ce projet. Et donc, en fait, c'est
la force de la sous-mission, c'est aussi le collectif. Et l'entreprise n'est pas définie juridiquement, en fait. C'est la société qui est définie. Quand on dit une entreprise, on pense le collectif. On pense aux gens qui sont dedans. On ne pense pas aux nœuds de contrat que sont la société. Et créer un collectif, ce n'est pas si simple aujourd'hui, surtout quand vous êtes en croissance ou en transition. Et la société à mission, en fait, fonctionne si vous n'êtes pas uniquement entre dirigeants pour définir tout ça. Et donc, il y a un savoir-faire qui est en train de se constituer pour aider des entreprises vraiment à embarquer leur collectif dans son ensemble sur le projet de transformation. On le verra d'ici quelques années. Pour information, on a eu Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classroom sur Social Change à Nantes l'année dernière. Voilà, et effectivement, c'était assez inspirant de l'entendre. Je vois que le temps passe. Alors, Laurence Meignery voulait consacrer un petit moment de questions-réponses avant qu'on passe au format suivant. Donc, on a abordé beaucoup de choses, mais j'imagine que ce que vous avez entendu vous interpelle, que vous avez peut-être envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, on peut vous faire passer un micro pour que vous puissiez réagir. Alors, on en a. Donc voilà, alors monsieur, Stéphane, à gauche, tout là-bas. C'est gentil, merci beaucoup. Bonjour, je m'interrogeais sur les indicateurs que vous suivez en fait au moment de l'investissement et du désinvestissement pour faire le parallèle entre la performance financière et la performance extra-financière de vos participations. On sent le financier dans la question. Les indicateurs extra-financiers, parce qu'en fait, on demande aux dirigeants de faire l'exercice non seulement de définir des indicateurs d'impact. Donc, l'accomplissement de ma mission, c'est quoi l'impact ? Par exemple, je vous prends un exemple plutôt simple, mettons dans la méthanisation, parce que on y a investi et je pense que vous connaissez peut-être tous. La méthanisation, l'impact, c'est quand même la production de biogaz, les digestats qui en sortent. Accessoirement, ça peut être des revenus complémentaires pour des agriculteurs. C'est des choses qu'on regarde. Et en général, on arrive à 3-5 indicateurs qui sont vraiment ces témoins. Et ils sont très liés. On demande aux dirigeants de se projeter sur 4-5 ans. Et de me dire, mais si vous êtes là aujourd'hui, raisonnablement en fonction de votre business plan, où est-ce que vous pensez être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et donc, ce qu'on appelle le business plan impact, qui est annexé au pacte d'actionnaires à côté du business plan financier, est quand même construit de façon cohérente. Et d'ailleurs, un dirigeant qui fait des plans sur la comète en termes d'impact et qui a à côté un business plan qui n'a rien à voir, évidemment, on va challenger. Il faut qu'il y ait un lien. Quand Open Classroom dit qu'il va créer, qu'il va remettre X personnes à l'emploi, on regarde quand même quel est le projet du business plan. Donc c'est très lié. Les deux se parlent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et une autre question sur ces questions de finances responsables ou sur le modèle de Citizen Capital. Tout là-haut. Et accessoirement, avant que la question soit posée, en fait, nous, en tant qu'équipe, notre intéressement, qu'on appelle carried interest dans le métier, est aligné à 50% sur la performance sociale, ce qu'on appelle la performance sociale, qui est l'impact, et 50% sur la performance financière. Oui, bonjour. L'impact, c'est difficile à définir en fonction des critères sur lesquels on regarde. J'ai le cas d'Orpea, qui a fait scandale. Pour autant, je pense qu'ils peuvent trouver beaucoup d'indicateurs à impact positif dans leur business model. Et c'était facile à dire avant. Comment est-ce que vous mettez des garde-fous pour s'assurer de ne pas financer ce genre d'entreprises qui, derrière, font pas des choses très positives ? Alors, merci pour cette question. Parce que le cas d'Orpea est un très bon cas. Alors, Orpea, je ne pense pas qu'ils avaient d'indicateurs d'impact, même s'ils étaient notés, je crois qu'ils étaient notés 5e sur Vigeo,
assez étonnant. Hein. Ils étaient très bien notés sur leur performance extra-financière. En fait, ce n'étaient pas des indicateurs d'impact, c'était des indicateurs que moi j'appelle RSE. Et ces indicateurs, ce que la majorité des agences de notation extra-financière regardent aujourd'hui, en particulier dans les entreprises cotées, c'est des proxys ou des indicateurs très génériques extra-financiers. Par exemple est-ce que les gens sont formés régulièrement? Est-ce que sur le plan de l'hygiène, la société est en conformité avec la réglementation? Est-ce qu'il y a un plan d'égalité des genres dans l'entreprise? Est-ce que et c'est des choses que vous voyez tous dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des indicateurs RSE, mais qui en fait ne disent pas grand-chose. Alors, ça dit des choses, mais ça ne dit pas grand-chose de l'impact réel. Et Orpea, c'est un bon exemple parce qu'en plus, ils sont dans le domaine de la santé. Donc, naturellement, on se dit c'est une société qui a un impact. Et nous, on a vu arriver vers nous des EHPAD, enfin un EHPAD qui cherchait à lever des fonds. Mais on n'a pas réussi à se faire une conviction que c'était une société qui avait un impact. Parce que elle ne nous semblait pas répondre aux aspirations des gens aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'investir dans les nouveaux EHPAD. Les EHPAD qui répondent peut-être aux nouvelles aspirations des gens qui vieillissent aujourd'hui, qui sont pas forcément, qu'elles apportent pas forcément complètement les réponses d'un Orpea aujourd'hui. Et donc, j'imagine que si je regardais une société comme Orpea, je demanderais déjà, je pense, une enquête sur les annuels, sur la satisfaction des gens. Je pense qu'il y aurait forcément un sujet à regarder auprès des aidants et des familles. C'est-à-dire que, en fait, si on se dit qu'Orpea est là pour favoriser le bien-être en fin de vie, on va se poser la question de comment on peut regarder le bien-être. Parfois, c'est très difficile de mettre des indicateurs d'impact et parfois, il faut faire des enquêtes à côté parce qu'on ne peut pas avoir de la data suffisamment fine pour regarder ça. Mais on va se dire comment on peut analyser, s'assurer qu'on est bien en train d'accomplir une mission qui est de favoriser ce bien-être. Je n'ai pas fait une étude sur le sujet Orpea en particulier, mais ce serait intéressant effectivement de pousser quels seraient les bons indicateurs d'impact pour une société comme Orpea. Et si Orpea devient société à mission, un jour, ils auront à faire ce travail-là. Il y a un petit peu de chemin, à mon avis. Oui. Une autre question? Oui. Merci. Oui, j'avais une petite question. Donc, combien représente l'investissement impact dans le monde du private equity, enfin du placement privé en France, sur la place de Paris? Est-ce que vous avez fait des petits finalement? Ça m'intéressait d'avoir les grandes proportions. Et autre question corollaire, parce que nos entreprises sont financées à 80% par le monde bancaire. Comment suit le monde bancaire vos entreprises à impact? Est-ce que les taux peuvent être modulés en fonction de l'impact de cette entreprise? Est-ce que vous sentez un mouvement aussi? Je profite que certains banquiers soient ici. Dans quelle mesure elles sont en train de bouger et peut-être suivre le mouvement pionnier de l'investissement impact? Moi, je m'étonne tous les jours que quand on achète une maison individuelle, qu'elle soit performante énergétiquement ou pas du tout performante, le taux d'intérêt soit le même. Donc, je crois que vous avez montré que dans le monde du private equity, on pouvait le faire. Donc, est-ce que vous voyez aussi un mouvement côté bancaire? Alors, sur votre première question, oui, on était 2-3 il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a de nombreux fonds d'impact. Je dirais que je ne les compte plus, en fait. Après, ils ne sont pas tous de même nature. Et comme disait monsieur, c'est compliqué de définir réellement ce qu'est l'impact. Il y a eu un travail pour définir l'impact, une sorte de travail de place qu'il définit en trois grands axes qui sont l'intentionnalité. On veut faire quelque chose, l'ambition. L'additionnalité, qu'est-ce qu'on apporte de plus à la société par rapport à l'existant? Et la mesurabilité, le fait de pouvoir mesurer cet impact. C'est un peu court en réalité, parce que ça a permis d'ouvrir l'impact au monde du côté. Donc aujourd'hui, je dirais que vous avez une petite dizaine, mais à peine, de sociétés indépendantes comme nous dans l'impact. Et puis vous avez tout un tas de gros fonds
dans le coté ou le non-coté, qui développent ce qu'ils appellent des produits à impact. Tiens, on s'appelle Ardian, on gère quelques milliards, enfin plusieurs milliards, et tiens, on va faire un fonds d'impact de quelques centaines de millions d'euros. Moi, je questionne toujours je pense que c'est pour ça que la mission est aussi importante, parce que l'impact à un temps T, c'est un résultat. Mais s'il n'y a pas l'intention qui va avec, ça peut ne pas du tout être durable. Et je pose cette même question aux acteurs financiers, c'est-à-dire lancer un produit, c'est bien, mais j'ai besoin de comprendre quelle est la mission des acteurs, des actionnaires, de la personne morale qui gère tous ces fonds, parce que les fonds, ce n'est pas des personnes morales, en fait, c'est des véhicules financiers. Et ce qui est important pour moi, c'est l'engagement de la personne morale. Je suis une société, et qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je crée un fonds d'impact? Quelle est mon ambition? Etc. Bon, c'était une parenthèse. Et sur la deuxième question sur les banquiers, je ne saurais pas trop vous répondre. Alors moi, je peux vous apporter un éclairage peut-être, parce qu'on suit à la lettre API l'actu des entreprises du Grand Ouest, et notamment le monde bancaire. Et on constate que les grands réseaux mutualistes, notamment bancaires du territoire, ont pour la plupart développé des prêts impact avec des taux d'intérêt plus attractifs quand il s'agit de financer des projets qui accompagnent cette transition. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je vois qu'il est 14h58. Crédit Mutuel Arkea vient de passer sous cette émission, si vous avez vu. Voilà. Et alors, je vais citer aucun nom parce que j'ai pas la connaissance de tous les produits bancaires qui se font, mais je sais que voilà, la plupart des établissements, des groupes bancaires aujourd'hui vont sur ce chemin-là.